Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Puisqu'elle est la femme d'un roi, logiquement, ça en fait une reine. Bon, pas sûr que ça lui plaise. Les titres, c'est pompeux, dit-elle. Ou alors, une reine sans chichi, entrepreneuse, une reine au franc-parler. Derrière ses petites lunettes et sa frange rousse, sa bienveillance transparaît, même si elle n'est pas du genre à s'en laisser compter et pas du genre non plus à attendre que ça se passe. Au-delà de partager celle d'un grand marin, elle a eu plusieurs vies. Elle a débarqué de Paris en 1988 à Port-la-Forêt, qu'on surnomme volontiers la Mecque de la course au large. D'abord salariée de nautisme en Finistère, elle a ouvert son restaurant, le Kinawa, charmant, simple et délicieux, à son image. Et puis aujourd'hui, elle régit le projet de son mari de marin adoré, et on va surtout pas dire team manager, encore cette histoire de titre qui l'ennuie, et en anglais qui plus est. De tout cela, elle pourrait facilement faire un livre, qui sait. Forcément, son roi est sous les feux des projecteurs. C'est lui qui est en mer, lui qui réalise les exploits, lui qu'on voit dans les journaux. Mais derrière, elle est là, dans l'ombre, certes, mais elle est essentielle, le pilier, quoi. Et ce qui ressort, c'est son incroyable et formidable énergie. Ça impressionne, autant que ça intimide un peu. Son triptyque, ça pourrait être Jean, l'action et l'humain. Sans oublier ses chiens, avec qui elle aime bien faire des balades. Elle s'est échappée du chantier dans lequel son époux concocte son nouveau monocoque pour son 6e Vendée Globe. On se dit qu'on a de la chance de pouvoir échanger avec elle. Et comme elle n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, on va bien écouter. Anne Lecam est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Anne, tout va bien ? Oui, bonjour Hélène, je suis très impressionnée par ce joli portrait. Oh ben non, c'est moi qui suis impressionnée d'être Ouais, avec non. toi. Tu t'es échappée du chantier, c'est bien vrai ça ? Ah oui, 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 j'ai déjà, à l'issue du dernier Vendée Globe, j'avais déclaré haut et fort que ça serait mon dernier à moi, sans évidemment dire que ça serait le dernier de Jean, je m'en serais bien gardée. Mais bon, là, j'ai continué un petit peu le temps que le projet se monte, soit bien, que les contours soient bien dessinés, que voilà, et que. Mais là, je supportais plus comment dirais-je, l'agitation due à la construction des 2 nouveaux bateaux, hein, puisqu'il s'agit même pas de 1, mais de 2, c'est encore plus simple. Histoire de, hein. Histoire 2, voilà, exactement, histoire 2, DEUX, et 2 D'EUX aussi, avec Éric Bellion et Jean Le Cam. Donc des jolies histoires, hein, effectivement, mais un peu trop d'agitation pour moi, et j'avais envie de plus de calme et plus de sérénité. Donc je me suis enfuie et je me suis fait mon petit bureau dans ma maison avec mes chiens et je suis très heureuse comme ça. Anne, je vais commencer avec ma question rituelle. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, comme ça à brûle-pourpoint, tu me réponds quoi ? Bah, je pense la place, comme dans tous les sports, la place des femmes dans la voile se développe merveilleusement bien.
à son rythme, avec des figures de proue, ça c'est sûr, et pas que celles qui sont au bout des navires à faire la belle. Il y a des sacrées nénettes qui sont là dans toutes les séries, des plus hardes et les plus ardus que sont, je sais pas, moi je connais pas tous ces trucs-là, les trucs très très vifs, enfin on en trouve partout. Il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus, comment dirais-je, bah ouais, on les trouve sur les podiums, on les trouve un peu partout dans les équipages et je pense que la place des femmes dans la voile, eh ben, elle grandit, elle se pose là et c'est très bien comme ça. Ton histoire d'amour avec le monde de la voile, elle commence comment? Alors, je sais pas si j'ai une histoire d'amour avec le monde de la voile, hein, toujours ça, j'en sais rien. C'est un peu le hasard de la vie qui fait que, effectivement, vous l'avez bien décrit quand j'arrive en Bretagne pour refaire un peu, pour me reconstruire, on va dire, par rapport à une première période de vie. J'arrive en Bretagne et puis du fait, voilà, le hasard fait que je travaille dans le milieu de la voile, que j'aimais bien avant, hein, je faisais du dériveur, moi je suis plutôt des Landes, donc c'était plutôt du dériveur sur les lacs. Et la grande croisière, c'était pas vraiment mon truc. Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et du coup, bah, je suis arrivée ici, puis le hasard fait que je fais des études dans le tourisme. Je refais une formation, c'était dans le tourisme. Mes stages m'amènent à Nautisme en Finistère, qui est en train de se développer. Et il y a eu une vingtaine d'années absolument passionnantes, avec des très très jolies rencontres, plein de choses de développement, parce que moi j'aime bien le développement, j'aime bien être dans l'imagination, dans la créativité, dans plein de choses comme ça, au profit d'un magnifique département qu'est le Finistère, bien entendu, mais aussi au Mhm. profit de tous les acteurs de la voile. Mais c'était pas que la voile, puisque c'était enfin, l'ensemble de la filière nautique dans le département et même de la petite industrie nautique. Donc c'était vraiment tout plein d'acteurs, plein de gens passionnés et au profit bah, du plus grand nombre. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'accessibilité des choses. Ça t'a apporté quoi ces 20 ans? Eh ben de découvrir, d'abord de me reconstruire, ça c'était déjà extrêmement important, de rencontrer des gens formidables. Beaucoup c'était mené par de l'associatif. Alors un département d'un côté qui était très engagé dans sa filière. On a beaucoup travaillé sur des sujets qui sont moins connus que évidemment un Vendée Globe ou je ne sais quoi, mais par exemple, je sais pas, le développement des classes de mer important, ça a été très 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 important dans le Finistère. C'était permettre à des enfants de tout milieu, de toutes origines, de découvrir la mer et de la respecter. Je crois que c'est d'actualité. Donc c'est le Mhm. fondement des choses. On était au b.a-ba avec beaucoup d'acteurs très engagés, beaucoup d'associations. Donc qu'est-ce que ça apporte? Bah, de la richesse humaine comme d'habitude. Et puis le bonheur de faire avancer un petit peu les choses, puisqu'on est dans du développement, on essaye d'apporter, de contribuer avec ce que l'on est au développement de quelque chose. C'est bien. Anne, si tu dis que tu te poses encore la question de savoir si tu as eu une histoire d'amour avec le monde de la voile et de la course au large, en tout cas, tu as une vraie histoire d'amour avec ton homme, Jean Le Cam, que évidemment tout le monde connaît. Alors, je crois que quand tu arrives en 88, vous n'êtes pas du tout mariés. Vous connaissez depuis un bout de temps, je crois, hein, mais, euh, mais On se connaît vous pas n'êtes. depuis un bout de temps. On se connaît parce que moi je suis très amie avec son ancienne compagne. C'est rigolo, non? Ah bah oui, c'est rigolo. Et On fait, c'est parce qu'à l'époque, voilà, Jean, il est champion du monde de Formule 40. Il a gagné la route de la découverte avec Philippe Poupon, je crois, à l'époque déjà. Mais c'est au salon nautique que ça se passe, c'est ça l'histoire? ah mais Faut dis donc, revenir t'es à au courant Paris de pour tout là. que. Qui nous a dénoncé? Ah bah j'ai fait mes recherches, hein, qu'est-ce que tu Ah crois? ben dis donc. Mais c'était pas en 88, hein, c'était bien plus longtemps, bien après, hein, Dix c'était ans une plus petite tard, je crois même, dizaine, hein. ouais, c'est ça, une petite dizaine d'années après. Effectivement, tu es au courant de tout, toi. Hein. Terrible. Il se trouve que j'arrive en Bretagne, j'arrive ici en Finistère et il y a quelques amis, un petit groupe d'amis, dont Vianney Ancelin, entre autres, qui a fait les Diams, qui a fait depuis aussi son chemin, qui a fait des très très belles choses. Et c'est tout un petit groupe d'amis. Et j'ai quelques amis IES, dont dont Maria, qui était la compagne de Jean, et dont Véronique, qui était la première femme de Bilou, enfin voilà, on fait un petit groupe de filles comme ça, et Sylvia, enfin voilà, tout plein et on passe des années ensemble. Et puis Maria repart à Saint-Domingue puisqu'elle était à Saint-Domingue.
les années passent encore et le hasard fait que au détour d'une fête effectivement au salon nautique, parce qu'à l'époque c'était un salon nautique qui battait son plein. Il y avait beaucoup de fiestas. Et nous, en plus, sur le stand Finistère, on était très, très, très accueillants. Il y avait toujours beaucoup de monde, il y avait toujours énormément de passages. On s'amusait beaucoup, on travaillait beaucoup, mais on s'amusait beaucoup. Et en l'occurrence, le Jean Le Cam passait par là. Et je devais peut-être être prête pour vivre de nouvelles aventures. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis petit à petit, on est rentré d'ailleurs très rapidement dans les projets de course au large de Jean, puisque tout a évolué aussi très vite pour lui après. Il était sur son Le, dernier Figaro, la dernière année en Figaro. Il avait en fait il avait il était en train de monter, enfin, il avait monté un projet avec Florence Artaud, qui était un grand multicoque, pour faire des records, etc., qui était tombé à l'eau. Il l'avait fait avec le Var, je crois, c'était Var Méditerranée. Il y avait tout un gros projet qui était monté là-bas et c'est tombé à l'eau. Et donc lui, il s'est retrouvé un peu sec. Et il a fait une dernière année de Figaro. Et c'est là où la première année où moi je l'ai accompagné dans tout ça, sans rien faire, hein, que d'observer, parce que c'était pas tout à fait mon monde. Et de toute façon, je continuais à travailler à Nautisme en Finistère. Et c'est comme ça que voilà, j'ai découvert la course au large. Et après le montage des nouveaux projets avec Bonduel et tout ça. Anne, le resto, ça vient à quel moment? Est-ce que c'est une envie d'avoir ton truc à toi, de pas être tout le temps la femme d'eux, d'avoir Mmh. toi ton activité? Est-ce Je que tu es une cache pas femme que t'es non, une femme de de projet? Il projet. faut que ça bouge. Oui, oui, faut que ça bouge. Et c'est justement pour ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc travaillé 20 ans avec à Nautisme en Finistère, donc que j'adorais. Et puis, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des collectivités. Voilà, c'est l'évolution normale des collectivités. Et hélas, on nous a demandé d'être un peu plus, de fonctionner plus que de développer. À un moment ou à un autre, ça s'est fait comme ça. Et ben, et puis bon, je commençais à me lasser un petit peu des choses. Et j'aime bien être honnête. Et j'étais pas honnête parce que quand on se lasse d'un métier et qu'on y reste, ça veut dire que on n'apporte plus grand chose. On ne fait que voilà que fonctionner effectivement. Donc ça me plaisait pas du tout. Et il se trouve que j'ai eu un cancer. Voilà, j'ai eu un cancer du sein, donc ça m'a un petit peu bousculé, bien sûr, pas qu'un peu même, qui a coïncidé en plus avec la construction du bateau, du premier monocoque de Jean, en relation aussi avec Bilou, puisqu'ils avaient fait deux bateaux identiques avec Syl et Bonduel. Donc c'était une période pour Jean très intense. Moi j'avais mon cancer, donc c'était pas très rigolo. Mon papa avait été en train de décéder d'un cancer en parallèle, donc c'était une période un petit peu dure. Et puis, quand je rentrais de mes chimios, la seule chose que j'aimais faire, c'était de la cuisine. On comprend. Donc j'allais acheter mais n'importe quoi. Ça pouvait être des abats, je pouvais faire des riz de veau, n'importe quoi, des trucs les plus qui pourraient dégoûter le plus d'un, surtout après des chimios, mais figure-toi que c'était ça. Alors et je faisais de la cuisine, de la cuisine, de la cuisine. Bon, OK. Et après, à la fin de toute cette période un peu dure, je me suis posé la question, j'ai dit: «Mais pourquoi, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de cuisine?» Et bon, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Alors, avec, en plein accord avec mon ancien directeur de Nautisme en Finistère, qui est un monsieur formidable, on a fait une formation. J'ai fait un CAP cuisine. Voilà. Bon, 43 ans, je crois, avec mon petit cartable, au lycée Chaptal, pour voir si je tenais le coup, bien sûr, parce que ça s'improvise pas, puis apprendre deux, trois petites choses quand même. Et puis j'ai fait des stages et puis voilà. Donc j'ai fini ma formation. J'ai dit bon, j'aime bien, ça me plaît bien, etc. C'est sympa. J'ai donc quitté Nautisme en Finistère et il se trouve que Jean avait des locaux qui étaient disponibles à Port-la-Forêt. Alors mon projet n'était pas du tout de faire un restaurant, hein, pas du tout. Mon projet c'était de faire des plats préparés pour les en faire embarquer justement sur les bateaux. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout un restaurant. Mais il se trouve qu'on avait ces locaux disponibles. Les gens me disent, mais pourquoi tu fais pas, on n'utilise pas ces locaux-là et on ferait pas faire un restaurant. Ouais, ok. Puis une fois que tu as commencé, tu as mis le doigt, tu continues, tu fais tes empreintes, tes machins, tes bidules. Et puis on a créé un petit monde et c'était bien sympathique. C'était épuisant. J'étais exsangue parce qu'en parallèle, il fallait aussi accompagner les gens.
Puis en parallèle, il y a aussi d'autres choses de la vie quotidienne à gérer. Hein. Il n'y a pas que voilà, il y a des Bien enfants, il y a sûr. pas mal de choses, comme tout le monde. Hein, je veux dire, rien de plus ni moins. Et donc voilà. Et puis on voulait surtout pas que Jean soit assimilé au restaurant parce que c'était une période où il était un petit peu en panne de sponsors après, donc on voulait pas qu'il devienne le bistrotier du coin en disant donc on essayait de bien tout Mmh. séparer, continuer à monter des projets pour lui et puis faire tourner ce restaurant-là avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, dans les hauts, c'était un monde, une famille, des tas de jolies rencontres improbables et des gens qui sont restés des amis depuis. Et c'était vraiment sympa. Ouais, très intense. Nos auditeurs le voient pas, mais ton visage s'illumine quand tu parles de ça. Il y a un grand sourire. On sent que ça a été une période chaleureuse, en tout cas qui sans doute a fait du bien après ce que tu avais vécu, j'imagine. Ouais, ouais, Et ça quand a fait tu dis beaucoup de bien. il fallait qu'en parallèle j'accompagne Jean, alors à l'époque ça voulait dire quoi accompagner Jean? Bah, c'est-à-dire on n'avait plus de, bon, on n'avait plus rien, on n'avait plus de partenaire. Et alors quand j'ai fait mon CAP, Jean avait eu EVM Matériaux comme euh, comme partenaire. Donc c'est même durant mon CAP qu'il a chaviré à la route, enfin au Cap Horn à peu près, hein, on va dire. Donc et après en 2008, donc il a perdu son bateau. Moi, j'ai continué, j'ai monté mon projet de restaurant, mais lui, il avait plus de bateau, il avait plus d'outils. Il était en bisbise avec l'assurance qui payait pas, donc on a eu une période vraiment épouvantable, très désagréable d'ailleurs, parce qu'il avait plus d'outils de travail, il avait plus les moyens de bosser, et c'était surtout une situation extrêmement injuste. Donc c'était compliqué aussi au quotidien à vivre. Hein. Pendant un an et demi, il pouvait perdre absolument tout ce qu'il avait parce que les assurances ne remboursaient pas. Enfin bon, bah, ça c'est un autre dossier, et ce qui fait que lui, il n'avait pas encore de projet. Donc, il fallait, le soutenir, évidemment, moralement, parce que c'était pas une période très, très facile à vivre, très injuste. Et puis ensuite, il fallait essayer de retrouver de l'énergie pour monter des projets, pour qu'il continue sa vie de marin. Et c'est pas si simple que ça, du tout. C'est vraiment l'aspect le plus compliqué, je pense. Un des aspects les plus compliqués de cette vie de marin, c'est d'aller chercher des sous, de trouver des partenaires, et puis après de travailler avec eux. Donc ça, oui, c'est compliqué. Et là, il fallait mener un petit peu tout de front parce qu'il était un peu tout seul. Il n'avait plus les moyens d'avoir des gens autour de lui. Quand tu n'as plus de projet, bah, tu n'as pas de sous, tu n'as pas de budget, tu as des dettes, tu as beaucoup de dettes, Mmh. et puis tu peux pas embaucher du monde qui va travailler pour toi. Et voilà. Donc moi, je peux pas le laisser tout seul dans son coin mijoter, c'est pas possible. Enfin, c'est pas une blanquette sur un coin du feu, quoi. Donc, voilà. Anne, quand je t'écoute, évidemment, on va poursuivre, hein, mais ce qui me sidère un peu et ce qui m'impressionne beaucoup et qui peut impressionner, j'imagine, nos auditeurs, hein, tu nous parles que tu sors d'une période de maladie, de cancer, Mm, tu retournes à l'école, sur mm, les bancs de l'école, tu montes un mm, restaurant, mm, tu soutiens ton époux et puis un marin qui reste à terre, il y a rien de pire pour eux, hein, on sait ce que mm, c'est. mm, mm. Tu l'aides pour chercher des partenaires, tu le soutiens moralement. Ça vient d'où toute l'énergie là? Bah, je pense que c'est l'énergie que je crois fondamentalement, sincèrement, que les femmes sont dotées d'une énergie phénoménale. Je pense que c'est le propre de la femme que d'arriver, sans le savoir, avec une forme d'inconscience absolue, à, à faire des choses. Moi, je m'estime pas du tout comme quelqu'un d'incroyable, hein, franchement pas. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais l'énergie que nous, les femmes, on a vraiment une énergie incroyable. On nous a, en fait, je sais pas pourquoi, c'est notre propre. Et je suis persuadée de ça. Je sais pas, tu vois, là très récemment, j'étais quand même épatée par la championne du monde en judo qui est Clarisse, j'ai un peu de dire Abinanou. Agbenienou. J'ai toujours du mal à donner son nom, excusez-moi. Mais elle, alors voilà, ça fait partie des femmes extraordinaires quand même. Elle est elle est de nouveau championne du monde. Sixième Enfin, elle titre de championne du monde, ouais, en voilà, quelques mois. et entre chaque combat, elle va allaiter son petit qui a 11 mois. Si c'est pas de l'énergie, si c'est pas une force
qu'on a nous là, qui est ancré et qu'on n'a plus qu'à faire sortir, qu'à faire émerger. Parce que de tout ça, qu'est-ce qui est important? C'est pas on se regarde pas le nombril. À partir du moment où on s'oublie un petit peu, parce qu'il faut pas tout le temps s'oublier, mais qu'on oublie nos petits machins. Mais quand je vois la force des femmes, je ne sais pas moi, en Afrique, quand elles font des kilomètres pour aller chercher un De pot l'eau. d'eau, qu'elles vont de l'eau, et qu'elles vont rentrer, et qu'elles pour tout ça pour nourrir leur famille, ou qu'elles vont se battre pour trouver 4 grains de riz pour leurs enfants, ou que ils vont, enfin, je veux dire, on a une force extraordinaire. Et cette force-là, je pense que moi, j'en suis dépositaire au même titre que les millions de femmes que nous sommes sur la Terre. Voilà. Donc peut-être on a un peu plus parfois à se battre ou qu'on le fait de manière plus naturelle parce que c'est inhérent. Peut-être qu'on s'oublie un peu trop, un peu plus, mais en même temps, ça nous permet aussi de faire. Enfin, moi, vraiment, Je sais pas, moi, à chaque fois, je sais pas. Par exemple, il y a une fille qui m'épate aussi, c'est Maryse Burgot, elle est reporter de guerre, on la voit partout, là. Elle est extraordinaire, cette femme-là. C'est des gens qui sont incroyables. Et des femmes, il y en a, je sais pas, d'Alexandra David-Néel en passant par des tas de personnes comme ça, et elles ont fait des choses extraordinaires, et je suis persuadée qu'elles le savaient même pas. Enfin, que c'est pas pour se nourrir leur ego. Ça passe comme ça. Parce on a cette énergie en nous, on a cette force en nous, et je suis absolument pas la seule à l'avoir. Je ne pense pas. Bon, alors très beau, très beau discours, Anne. C'est ça. Et puis voilà que les femmes entendent ça. Toute cette énergie, tu vas finir par la mettre pour le coup. Faut pas que je dise pour le coup. On a dit que c'était pas très joli comme expression. Tu vas finir par la mettre 100% au profit du projet de Jean. Non, non, non. Alors on va pas dire team manager, hein, puisque t'aimes pas team manager, un responsable, responsable du projet, c'est bien quand on dit responsable du Non, projet. non, en plus, je suis même plus responsable du projet parce que, comme je l'ai dit, je prends du recul petit à petit. Alors, on a eu de la chance, enfin, on a de la chance, on a la chance qu'on mérite. On avait passé encore une période un peu compliquée après le dernier Vendée Globe parce que même si la gloire et la célébrité et la notoriété, tout ce que tu veux, ben derrière, c'est pas pour autant que les contrats et que les sponsors tombent comme ça et qu'il faut ouvrir le parapluie tellement il y en a. Pas du tout. Donc après ce dernier Vendée Globe qui a été quand même assez particulier et très fort, on a eu une période un peu folle avec les médias, tout ça, etc. Et puis on a surtout après cherché encore des partenaires puisque Jean avait remonté son projet, ce nouveau projet avec Éric Bellion. Et donc je l'ai accompagné à ce moment-là, mais moi j'avais décidé que je prendrais du recul parce que j'ai encore un volet de ma vie que je dois absolument mener. Et d'abord, j'avais dit que j'arrêterais parce que voilà, j'ai 63 ans maintenant, 64 cette année. Oups, oups. Et tout va bien. Tout va bien. Et je suis lasse, voilà. J'éprouve de la lassitude. Alors on a eu de la chance, on a des partenaires qui nous accompagnent. Ça y est, on les a trouvés, mais j'ai passé vraiment une sale période l'année dernière, parce que encore une fois, bah on était tous les deux à essayer de trouver des sous, deux, hein. On est tous les deux, Jean et moi, et les noms, et peut-être, et pourquoi pas, et puis c'est non, et puis et l'été dernier, j'avoue, j'étais complètement en déprime et j'étais fatiguée. On n'a pas pris de vacances, on s'est pas arrêté, on n'a rien fait ensemble. Enfin voilà, on est dans une période quand même assez complexe, dure, lourde, comme d'habitude, et qu'on enchaîne et qu'on enchaîne. Donc moi, j'ai eu un vrai coup de mou, j'étais fatiguée, voilà, l'énergie m'avait un petit peu désertée. Et là, j'ai pris vraiment dans ma tête, là, pour m'en remettre un peu, j'ai pris du recul et j'ai dit non, je ne serai plus autant. Comme on a des partenaires qui nous accompagnent, ça m'a permis de mettre en place des personnes, parce qu'il faut savoir aussi à un moment prendre du recul, prendre du champ. Donc ces personnes-là font merveilleusement bien le travail. Petit à petit, dès que le projet va vraiment prendre forme et que tous les contours vont être dessinés, que les partenaires vont être bien mis en place et qu'on va bien avoir tout ça bien carré. Moi, je me dégage le plus possible. J'aurai toujours quelques petites missions, bien sûr, mais pour attaquer mon dernier volet de ma vie à moi, qui est d'écrire. J'ai toujours voulu écrire, j'ai jamais eu le choix et maintenant je veux avoir le choix et je veux écrire. Voilà. Bon, ça, on a hâte de lire. Mais ceci dit, Je ne sais pas. ah bah On verra si, bien. écoute, hein, On verra.
Ceci dit, quand je dis que tu as mis ton énergie au service du projet de Jean, je parlais évidemment, puisqu'on a bien compris cette envie et surtout ce besoin de prendre du recul là sur celui qui arrive. En revanche, tu y étais jusqu'en haut du cou sur le Vendée Globe, le Vendée Globe précédent. Pourquoi c'était important pour toi de t'immerger complètement dans ce projet avec ton époux? C'était pas une volonté du tout. C'était encore une fois c'était un non-choix dans la mesure où on avait, alors là, le dernier Vendée Globe, je peux te dire qu'on n'avait pas, on avait très peu de sous. On a été vraiment un budget vraiment ridicule. Maintenant quoi, on n'avait pas pu embaucher grand monde. Voilà, tout simplement. Et, mais il faut bien qu'il ait quelqu'un. Alors c'est qu'il ait quelqu'un en interlocuteur et quand il y a personne. Alors je veux dire quand tu as des directeurs de projet, des team managers comme on dit, des ceci, des cela, bon, ok, ils vont téléphoner à leur team manager, je sais pas quoi, leur coach parce que maintenant ils ont tous des coachs en tout, coach mental, coach régime, coach sportif, coach machin. Mais là, ce Jean, il a pas de coach et en plus on n'avait pas de sous. Donc quand on n'a pas de coach, pas de sous et qu'il a quand même besoin voilà de parler et qui sait qu'en plus je suis habituée parce que évidemment hein, si c'est pas son premier Vendée Globe, ce n'est pas le premier pour moi Ni non le plus, dernier? donc je connais je sais pas ni le dernier ni voilà, donc je sais comment réagir en face de lui quand il va pas bien, ou voilà, je sais qu'il faut pas faire ceci, cela ou rajouter ça, donc ça le calme, ça le pose et c'est naturel et ça s'est fait tout à fait naturellement. C'était pas du tout un choix mûri, ça s'est fait comme ça, comme dans la vie, comme dans un couple où tu fais ce qu'il y a à faire, puis c'est tout quoi. Donc voilà, c'est ça. Et il se trouve que déjà le Vendée Globe précédent, c'était la même histoire. Ça a été c'est exactement la même chose. Et je veux dire, tous les jours, c'était au téléphone. On n'avait pas plus de monde autour de nous et on a toujours été. C'est un peu un fonctionnement atypique, hein, je dois dire, mais il y en a d'autres hein, qui ont fonctionné aussi comme ça, hein. Qui ont été très dans des petits budgets, sur des petits formats et pour un non-choix et aussi par une certaine forme de confort, on va dire. C'est confortable en même temps. Pas De pour moi, hein, philosophie parce que aussi, non? non, je pense même pas que ce soit. C'est un truc naturel. Je sais pas comment. Tu vois, comme quand tu fais la cuisine au quotidien c'est un peu la même chose, quoi. C'est naturel. Bon, après, ça prend un peu la tête. Au bout de 3 mois, t'en as un peu ras-le-bol de dire, oh, mon téléphone, je l'ai oublié. Oh, vite, oh là, j'ai oublié mon téléphone. Quelle horreur. Tu dis, Anne, alors je parle du Vendée Globe précédent, hein, Mm, tu disais, je suis à la tête d'un projet Yes We Can. C'est une TPE oui. euh, au cœur de laquelle je veux placer l'humain. Pourquoi c'est Mm, important pour toi de placer l'humain? C'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dis pas que les autres écuries ne sont pas humaines, hein, c'est pas du tout ce que je suis en mm, train de dire, mais c'est vrai qu'on est sur des gros mm, formats, mm, euh, et on sait que vous, la philosophie est un peu différente, notamment je pense à la course à la performance, les mm, foilers, etc., qui sont mm, loin de ce mm, que vous voulez vous. mm. Pourquoi l'humain, c'est important qu'il soit au centre d'un projet comme le vôtre pour vous? Parce que Jean le dit toujours, il court pas pour lui, il court pour les autres et ça je pense que c'est très fort pour lui, même s'il se fait extrêmement plaisir, hein, faut pas non plus exagérer, hein, ce n'est Mhm. pas de l'abnégation pure et totale. Mais en revanche, ce qui le motive, il reste très compétitif, c'est un vrai compétiteur, attention, ne jamais oublier ça. Ah, ça, on le sait. Euh, il restera et il le sera jusqu'à ce qu'il arrête ou pas. Et l'humain, c'est pour nous le moteur de tout. On parle beaucoup d'environnement, de protection de ceci, de protection de cela, d'écologie, mais qui est au cœur de tout ça? C'est l'homme. Je veux dire, il faut qu'on fasse du bien à l'homme et l'homme fera du bien à la planète. Si il se fera du bien en se faisant du bien à lui, il fera du bien à tout ce qu'il y a autour. Euh, Moi, aller faire des campagnes pour dire enlevons les plastiques de la mer, bon, ok, c'est super, c'est important, il faut le faire. Mais à côté de ça, t'as des causes qui vont faire que il faut que l'homme aille bien et l'homme aille de mieux en mieux. Si l'homme va bien,
ça va bien se passer autour. Si l'homme va pas bien, ça va pas bien se passer. Et nous, on est sur l'humain parce que c'est essayer de mettre oui, du corps, des choses fortes autour de ça. Et les choses fortes, elles passent par l'homme, par sa relation à l'autre. Compliqué en ce moment, hein. C'est très compliqué la relation à l'autre. On l'a vu avec des périodes compliquées comme le Covid et tout ça, où ça a été, je veux dire, on a quand même vécu un Vendée Globe hallucinant, tu vois. Comme tout le monde en a vécu le Covid, mais ça a été, tu voyais, c'est les gens qui commençaient à se regarder en chien de faïence. Toi, tu vas me filer ton virus, pousse au-delà. Enfin, c'est compliqué tout ça, c'est choquant. Mais il faut que l'homme aille bien. Et Jean, il sait faire du bien aux autres. Alors, on dit, on va travailler pour faire le bien aux autres. Et c'est toute l'origine de nouveaux projets qu'on a avec le département. Là, on travaille pour l'ASE. C'est l'aide sociale à l'enfance. Tu sais que les départements s'occupent des enfants qui sont évidemment, enfin qui sont déplacés de leur famille. C'est atroce. C'est quand même en Finistère, alors qu'on est dans un département plutôt heureux à vivre. Eh bien, on a quand même 2500 enfants qui sont en détresse, 2500 enfants avec des fratries qui sont séparées, et c'est dur. Et Jean, on sait qu'il peut leur apporter un petit peu de plaisir, un petit peu d'espoir, peut-être une petite étincelle quelque part. Et si il peut déposer cette étincelle-là et que moi je peux l'aider à déposer, à faire rayonner quelque chose pour faire du bien aux autres, ben je me dis super. Au moins on fait pas les choses pour nous regarder le nombril là. Oh là là, on essaye de sortir, de faire des choses pour les autres, pas que pour soi. Même si sur le fond, faire le tour du monde, tu peux te poser des questions, quoi. Tu fais le tour du monde tout seul sur ton bateau, ok. Tu peux dire, ouais, sans un bateau tout en composite, tout ce machin, est-ce que tout ça, ça a du sens? Quel est le sens des choses? Et nous, on se pose toujours cette question-là. Quel est le sens des choses? Donc, le nouveau projet, c'est effectivement, là, ce qui nous alimente, c'est essayer de faire du bien à ces enfants-là. Donc, j'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont recevoir du bonheur, et les familles qui travaillent avec, parce que et les associations qui travaillent, enfin tous les gens qui donnent pour ces enfants-là. Donc, on va faire quelque chose avec eux. Et puis à côté de ça, Jean, il fait plaisir aussi à beaucoup d'autres personnes. Et tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est ça. Pour moi, l'humain, c'est tout ça. Je sais pas, ça nous nourrit, et on espère nourrir un petit peu les autres aussi, tout simplement. Je sais pas, hein. Tu parlais des tours du monde. Tu les vis comment, toi, les tours du monde de Jean? Alors, j'ai lu, je sais, tu dis, je suis pas le genre de femme à rester cloîtrée dans ma maison en espérant qu'il se passe rien et en attendant qu'ils reviennent au bout de 3 mois. Comment tu les vis, les Vendée Globe, et soyons plus précis, comment est-ce que tu as vécu le dernier qui était, tu l'as dit, quand même très particulier? Alors déjà, quand c'est le départ, je fais ouf. Ça veut dire qu'on a réussi à mener le projet et que ça y est, Jusqu'au il est bout. parti. Ça, c'est top, voilà. Et puis en plus, je fais ouf parce que la pression retombe, parce qu'on va pouvoir retrouver un peu de calme, parce que je vais pouvoir retrouver mes chiens, parce qu'on va pouvoir aller respirer un peu dehors et tout ça, et qu'on va quitter les jolis quais des Sables d'Olonne. Enfin bon, voilà. Et je fais ouf parce que je sais qu'il est heureux en mer. Donc ça, c'est un peu aussi quand même l'essence même des choses, hein. C'est des fois quand il ralouse, je dis donc, Kéo, c'est ton projet, il faut en profiter. C'est quand même des parenthèses enchantées. Donc reste dans ton monde enchanteur, même s'il n'est pas toujours simple. Mais et d'ailleurs, je ne lui donne jamais aucune nouvelle négative de la Terre, jamais, jamais, jamais. Je garde tout pour moi. Je ne veux pas le polluer, pour le coup. J'ai dit bon, de toute façon, tout ça, c'est tellement lourd à mener que c'est pas la peine d'aller lui raconter des horreurs de ce qui se passe ici. Peu importe si c'est de la famille, si c'est des amis, je ne dis rien. Je garde tout pour moi. Donc ça, c'est le côté un petit peu lourd des choses. C'est vrai que je suis pas angoissée du tout. Alors peut-être c'est parce que je sais qu'on peut passer de vie à trépas, mais aussi bien sur terre que sur mer, que dans n'importe où, dans les airs, sur un rail, d'une seconde à l'autre. Donc ça, j'ai une conscience aiguë de tout ça. Donc je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. Après, en plus, avoir eu un cancer et puis d'être encore là, donc ça donne aussi encore plus de recul.
Donc je suis pas de toute façon de nature angoissée, je lui fais grande confiance. Il arrive en général à se sortir des Mmh. situations un peu scabreuses, donc bon, là-dessus, il est plutôt pas mal. Donc disons que tous les feux sont ouverts de ce côté-là. Comment je vis? Eh ben, j'aime bien être toute seule, hein. J'avoue que j'adore être toute seule, donc ça me fait du bien Mmh. aussi de me reposer dans mon rythme à moi. Parce qu'en fait, ce qui est très dur, de vivre, mais ça, je pense que c'est avec l'ensemble des sportifs ou des gens qui bougent, qui ont des vies un peu sportives, enfin, les artistes et tout ça, ce qui est dur à vivre, c'est les ruptures de rythme. On se réinstalle dans quelque chose voilà, qui nous convient bien. Je peux me coucher à 8 heures du soir si j'ai envie. Je peux faire, enfin, je mange ma boîte de sardines si j'ai envie et rien d'autre. Enfin, je veux dire, on a une forme de simplicité de vie tout d'un coup que moi je me remets, que j'adore. Voilà, et tout d'un coup, paf, quand l'autre revient, il faut tout remettre différemment. Donc ça, c'est pour moi le truc le plus difficile, c'est ça, c'est ces ruptures de rythme là. Donc ça, ceci dit, le dernier Vendée Globe, comment je l'ai vécu? Ça a été très intense, ça a été épuisant. Euh, alors pour lui, évidemment, avant tout. Alors lui, il a été la victime d'émotions contradictoires, mais incroyables, quoi. C'est-à-dire, alors évidemment, déjà, ça commence par un moment intense de joie quand il s'aperçoit que, ben, il est en tête, quoi. Il est Mmh. quand il descend, et il est devant. Et on pourra pas me dire le contraire, il est devant. Donc déjà, ça nous fait marrer. Il est content Avec son parce qu'il bateau dit, ancienne génération, on avec va son rappeler bateau évidemment. ancienne génération, notre budget de pouille, et pas de team manager, et pas de machin, et pas de truc, ça nous amuse. Sans gloriole mal placé, mais ça lui donne de la pêche, quoi. Et ça lui donne la pêche, d'autant plus qu'il n'avait pas été bien avant, et que tout d'un coup, paf, qui s'ouvre comme ça, donc ça lui donne un nouveau souffle, il est incroyable. Bref, il part comme ça, machin. Après l'histoire de Kevin, on va pas revenir dessus, mais effectivement, il a été quand même très bouleversé, très, très bouleversé. Et toi, tu devais avoir Euh, quoi comme genre de mots à ce moment-là? Parce que j'imagine que vous avez échangé pour, ben, quand il m'appelle et qu'il est en larmes en me disant je le trouve plus, il pleure, il pleure. Il est dans un désespoir absolu, réellement. Il pleure, et lui, au fond de lui, il se dit je vais jamais le retrouver. Il est perdu. Il avait trop peur de ça. Parce qu'il le retrouvait plus, parce que voilà, c'est le drame. Encore une fois, c'est l'humain qui prend le pas sur tout, et là, il est bouleversé complètement. Il ne pense même plus à sa course, il s'en fiche complètement. Et moi, eh ben, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je l'écoute. Je lui dis, mais attends, je peux rien lui dire. Qu'est-ce que tu veux? Je peux que on est un peu l'écouter. Je impuissant, ouais. l'écoute. Mmh. On est complètement impuissant. Les mots sont complètement vains. La seule chose que je lui dis, et je me souviens très bien, je lui dis attention au suraccident. Parce que tu sais, ils étaient plusieurs à tourner. Et le suraccident est toujours quelque chose qui nous fait peur, et à moi aussi beaucoup. Et la seule chose, je lui dis fais attention, t'es fatigué, t'es épuisé, fais attention à ça, c'est tout. Voilà. Et puis t'attends. Et quand on te rappelle et on te dit, ben, Kevin est à bord en plein milieu de la nuit, moi j'étais consternée, quoi. Enfin, pas consternée, j'étais, comment on dit, tu sais, quand tu trouves plus tes mots, t'es complètement, ah bon, en plein milieu de la nuit, comme tout le monde. Et en fait, il avait Et bien continué relué. malgré sa fatigue, et il avait continué, il était revenu sur le point, il avait continué, il avait tout préparé. Et bon, et voilà. Donc, ça se passe. Là, il est dans un bonheur absolu. Après, bah, il largue, il l'exprime bien quand Kevin repart du bord, parce qu'ils se sont super bien entendus, et blablabla, et blablabla. Kevin est une On a vu, ouais. personne vivante, joyeuse, bon vivant, et Benjamin, ça lui a fait un bien fou. Il était très très content de passer ce temps-là avec Kevin. Donc, et du coup, paf, il repart. Et hop, Salut il se Macaille. retrouve. Salut Mais ouais, Macaille, salut merci. Macaille, Voilà. merci, bisous Macaille, bisous Bisous Macaille. Macaille. Bisous Et Macaille. alors Jean, il est tout penaud du boss, ça y est, je suis de nouveau tout seul. Bon, ok, mais il a perdu du temps, il a perdu de l'énergie, il a perdu surtout beaucoup d'énergie. Ça, personne ne peut savoir à quel niveau il a perdu cette énergie-là. Et après, il repart, et pof, son bateau pète. Et là, ça a été l'horreur. Ça, c'était après, tu vois, c'est pour ça, ça a été les montagnes russes. Et alors là, le bateau pète, et c'est grave.
Et c'est vraiment grave. Et là, on décide de ne le dire à personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Parce que on a la chance, là, on est propriétaire du bateau. Donc, nous sommes nos propres armateurs. Donc, on a le droit. Évidemment, si tu es un armateur, tu vas pas cacher des choses comme ça. Là, on dit rien. On va voir ce qui se passe. Je mets juste Jaco, enfin Jacques Carré dans la Jacques confidence, parce Carès, le que directeur de course. je sais qu'il sait fermer son museau aussi, qu'il va respecter notre volonté d'eux, et puis je sais que du coup il aura un œil très vif, enfin lui et son équipe, hein, très vif sur ce qui se passe à bord de Jean, du bateau de Jean. Et là, mais chaque jour qui est passé, ça a été épouvantable. C'est chaque jour, il était épuisé, il avait peur, les conditions étaient dures derrière. En fait, il a fait les 2 tiers de la course dans un état d'angoisse absolue. Et Alors toi? forcément, eh ben, Et toi, Anne? toi, quand tu es en face, qu'est-ce que tu essayes de faire? Simplement, tu l'écoutes et puis tu essayes simplement. On est tellement impuissant à terre. Qu'est-ce que tu veux que. C'est pas moi qui ai voulu lui donner des conseils, hein, je suis absolument nulle et en navigation et en technique. Enfin, je sais de quoi il parle, hein, parce qu'à force, je sais. Mais tu ne peux être que l'écoute. Tu ne peux être que le point d'écoute qui se veut être le plus rassurant possible. Et le plus basique possible. T'as mangé, t'as bu, t'as dormi, t'as bobo, soigne ton œil. Tu vois, les trucs, mais, mais, mais il y a rien tu vois, on est du terre à terre, on est juste une écoute, on est un point d'écoute où il déverse, voilà, tu vois. Il déverse la peur, la peur, la peur, la peur. Toi, tu l'absorbes, tu l'absorbes, tu l'absorbes. Après, tu prends tes chiens, puis tu te casses, et puis tu vas faire tes courses, et tu vas respirer dehors, et puis, et jamais, évidemment, tu dis quoi que ce soit, tu vois, tu ne peux que essayer de lui faire du bien, comme à n'importe qui. Enfin, tu vois, comme toi, tu ferais du bien à quelqu'un qui est en détresse en face de toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas rentrer dans sa douleur, tu peux pas rentrer dans son. Tu ne fais que essayer ouais, d'écouter, puis d'atténuer un petit peu les choses sur des choses, en les ramenant sur des choses extrêmement basiques, mais comme tu ferais voilà dans ta vie quotidienne, c'est mange, dors, bois, soigne-toi, parce qu'évidemment il y a toujours des trucs qui se passent en parallèle. Il y a euh, c'est pas que ah oui je suis cassé et machin. Donc en plus quand il recasse, c'est encore l'enfer. Enfin tu vois. Et jusqu'au bout, hein, ça a été jusqu'aux les dernières heures où, où là, à un moment, j'avais même pas compris pourquoi il me disait, après avoir passé le Cap Horn et quand il remontait, je comprenais pas pourquoi il me disait, ah, l'eau est chaude, l'eau, ça monte, l'eau monte, enfin, en termes de température. Je me disais, mais pourquoi dans mon truc, je comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Mais en fait, il imaginait toujours qu'il allait se retrouver à la baille, que son bateau allait péter, donc il allait être sur son bib, et plus il avançait, plus il remontait, plus l'eau serait chaude. Tu vois, dans quel état d'esprit il était. Et moi, bêtement, je comprenais pas pourquoi il me parlait de cette eau et de cette température-là. Mais en fait, c'est ça. Et chaque jour, il prenait la température de l'eau et chaque jour, il disait, oh, ouais, elle est passée à 10, 12, j'en sais foutre rien, 13, 14. Donc il disait, ouf, ouf, ouf. Et jusqu'au dernier moment, quand je lui dis, mais tu sais, si là tu vas un petit peu plus vite, tu peux terminer très très bien. Ah bon? Il était dans son mode, il faut que j'aille au bout. Il fallait qu'il aille. Là, je pense qu'il aurait été très malheureux s'il n'avait pas passé la ligne, vu tous les efforts et tout ce qu'il a été chercher au fond de lui. Là, il passe la ligne et en plus, il finit bien. Donc, ça, c'est une jolie histoire. Donc, voilà. Tu pousses un petit ou un gros ouf de soulagement parce que tout s'est bien passé quand ils partent, parce que le projet est Mmh. allé au bout et donc il peut partir. Ouais, oui. On pousse quoi comme cri à l'arrivée quand ils reviennent et quand il est revenu, Euh, quand on est bah fan moi, d'eux et qu'on a vécu 3 mois comme bah, ça? alors moi, personnellement, j'étais contente que ça s'arrête. Là, vraiment, j'étais contente que ça s'arrête. J'étais contente pour lui. Mais j'étais un peu comme anesthésiée. Je crois que j'ai été anesthésiée jusqu'à ces dernières semaines-là. J'ai, c'est un peu difficile à expliquer, mais ça a pompé beaucoup d'énergie. Et comme j'ai dit,
tout le tourbillon qu'il y a eu après. Alors j'étais contente pour les partenaires, il y a eu des jolies fêtes, il y a eu des belles histoires derrière, des tas de gens qui étaient formidables, qui étaient contents. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu la Légion d'honneur, il y a eu des très belles rencontres avec des journalistes, il y a eu, oula, il y a eu plein de belles choses. Mais moi, je me sentais anesthésiée complètement. C'est comme si, tu vois, j'arrivais moi, pour moi, à la fin Oui, on parle de de toi. quelque chose, à la fin de quelque chose, et après, moi, ça a été une descente. Tant que j'ai tenu, et après, ça a été une descente, et notamment pour arriver encore une fois à remonter le projet, encore ce que je disais de cette période de l'été là où j'étais épuisée, où il fallait, où on n'avait pas encore trouvé de partenaire, et on se disait, et on est déçu parce qu'on se dit bah tiens, à un moment, bah avec tout ce qui s'est passé, ça va être un peu plus Ah oui. facile à monter. Eh ben non, c'est pas plus facile à monter. Et là, mais moi j'étais épuisée parce que je voyais encore que tout allait recommencer, et qu'on n'avait pas pris de temps pour nous, et on n'a toujours pas pris de temps. Là, je viens de partir une semaine en Espagne avec une amie. Voilà, je me suis échappée là et j'ai repris une respiration. C'est, c'est, bon, je suis ravie pour lui, hein. Le projet se remonte, je suis très contente, mais bon, il est temps de passer à autre chose, franchement. Vous arrivez à parler autre chose que de bateau tous les deux? Non, non, c'est quasiment peu. Enfin, c'est surtout dans ces périodes de construction, c'est des périodes hyper intenses. Alors, c'est disons 98% de notre temps qui est consacré. De toute façon, dans sa tête, c'est 100% de son temps consacré à la course, enfin à ce qu'il fait. C'est sa passion, voilà. Alors, dans notre univers, peut-être j'ai 2% là, depuis, je ne sais pas, quelques mois, il a réussi à passer peut-être 2 jours à faire un truc à la maison, parce que je voulais vraiment qu'on fasse un truc, voilà. Euh, il a peut-être consacré 3 jours depuis des mois ici, à la maison, pour faire des choses. Et sinon, bah non, il travaille 7 jours sur 7, entre 12 et 14 heures par jour. Bah, c'est bien un peu ça qui est un peu épuisant, hein. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'à côté de ça, on arrive à faire autre chose. Mais bon, on va laisser passer jusqu'à 2025, et puis après, on verra ce qui se passe. Lui, Parce que là, c'est 2025. ses victoires, elles sont évidemment alors beaucoup sur l'eau, bien sûr. C'est une victoire aussi d'être au départ d'une course. Tes victoires à toi, Anne, c'est quoi? Alors, mes victoires à moi, bah, c'est d'être toujours en vie, déjà. Après un cancer, c'est une sacrée victoire. C'est d'arriver à retrouver des moments de plaisir, ben voilà, de savoir savourer une semaine en Espagne chez des amis avec une amie. Ne serait-ce que ça, tu vois, c'est tout bête, mais c'est hier, j'étais dans un magnifique parc euh, avec mes chiens et une amie aussi, à me balader. Je sais pas, c'est le parc de Boutigiri qui est magnifique, qui fait des rhododendrons, des azalées. Enfin, c'est sublime. C'est un moment de nature extraordinaire avec un monsieur extraordinaire qui s'en occupe. Voilà, c'est ces petits moments-là, mes petites victoires à moi, c'est d'arriver toujours, malgré tout, malgré parfois mon manque de, ouais, c'est d'arriver à dépasser ma fatigue, et puis des fois ma lassitude, parce que j'ai une lassitude profonde, et d'arriver toujours à la dépasser pour essayer de faire des choses. C'est par exemple d'amener ma mère qui a 93 ans en Pologne le mois prochain pour fêter son anniversaire avec mon frère et toute sa famille là-bas. Voilà, c'est des petits moments. Pour moi, c'est mes victoires. C'est des victoires qui n'ont pas de gloire et que c'est pas sur des podiums, mais c'est simplement mes petites victoires à moi. Ouais. C'est de m'occuper des autres malgré tout aussi. Je repense à ton discours au début de notre conversation sur la place des femmes et sur ce discours que Mm, tu as eu sur l'énergie mm, des femmes. Tu dirais quoi, mm, toi? Alors, dans notre monde, hein, je dis notre monde, Anne, mm. qui est celui de la voile, tu dirais quoi à celles qui n'osent pas encore? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, hein, il y en a allez, un petit peu plus au départ des courses, il y en Mm, a un petit peu plus à la tête de projet, il y en a un petit peu mm, plus dans les mm. short teams, les équipes techniques. Euh, Toi, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vas aussi continuer à explorer, je pense à l'écriture, tu Mm. dirais quoi à ces jeunes femmes, justement, celles qui n'osent pas forcément? Bah, je leur dirais que quand on veut, on peut.
mais que c'est basique, tu vois. J'ai pas d'autre discours à dire. Simplement, je sais que si elles ont envie et mais qu'elles se prennent en main et qu'elles le fassent et qu'elles déploient toute l'énergie en comptant sur elles-mêmes et en développant leur projet, et qu'elles vont y arriver. Il y a aucun souci. On a un trésor d'énergie en nous, donc il faut oser, parce que de toute façon, quand on a envie de faire quelque chose, il faut dépasser effectivement ses peurs et puis ou les freins qu'on peut avoir les uns et les autres, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En plus, on a des atouts. Dans la course au large, on a des atouts aussi. Jean, il le démontre. Jean, il a une 60aine d'années passées maintenant, mais on lui dit toujours, oh là là, mais t'es vieux pour un sportif, t'es vieux. Ah bah oui, pour un sportif, 60 ans, 64 ans, t'es vieux. Je suis désolée, c'est vrai, on te dit ça. Eh ben, n'empêche que, effectivement, il fait pas de la gym, il fait pas ceci, mais il a une force là, dans sa tête, une envie, une intelligence de navigation qui fait que, évidemment, la force physique qu'il n'aura pas forcément, il va la transformer différemment en force mentale. Et quand on voit les femmes qui naviguent et qui naviguent bien, je pense à une Samantha Davis, je pense à, je sais pas moi, à une Florence Artaud en son temps et à d'autres encore. Je pense que ces femmes-là ont une tête bien faite et qu'elles transforment intelligemment l'énergie, peut-être le manque de force physique, Bien sûr. voilà, en une finesse et une intelligence et une énergie, une volonté. Nous, on peut se dire que nous, les femmes, avons de la finesse, de l'intelligence, de la volonté, de l'énergie. Alors avec ça, on a tous les cocktails, on a tout pour composer un cocktail de course au large extraordinaire. Bon, il y aura quoi dans ton prochain livre, Anne? Je sais pas, c'est un peu mon problème, tu sais. Je sais pas, ça sera des romans, hein. Ce sera pas La vie et l'œuvre de Jean Le Cam, hein. Ça se passera pas dans la course au large, ça sera même pas le milieu de la mer. J'aime beaucoup les contes et j'aime beaucoup les belles histoires. J'ai envie de belles histoires. J'ai envie d'écrire des belles histoires. Eh ben, nous, on a hâte de les lire, ces belles Je ne sais histoires. pas, on verra. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été Merci, mon Hélène. invitée dans cet épisode de Navigante. Merci de nous avoir fait vivre et on a écouté avec passion tout ce que tu nous as raconté. J'ai pas l'impression, mais on verra bien. Allez, à bientôt, Hélène. Merci beaucoup. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.